Bonjour Sanji, merci de m'accorder cette interview pour Spiritualité Magazine. Vous avez donc écrit ou coécrit un livre qui sort un peu des sentiers battus. Il est assez inhabituel, on va voir ça. Euh, En fait, c'est un livre qui est à la recherche de la transmission à partir d'un vieux sage, mais un vieux sage qui va créer un autre vieux sage, etc., etc. Et vous seriez le suivant dans la lignée en ce moment, si j'ai bien compris. Bonjour à vous, en tout cas, merci Jean-Marc de m'accorder cette interview. Oui, ce livre est un livre sur la transmission spirituelle. Alors non, je ne sais pas si je suis le prochain maillon, mais je pense qu'on est plusieurs. Effectivement, ce que vous avez noté dans le livre est extrêmement important. Il y a eu une transmission spirituelle d'entre les personnages du livre, de César à Jacques, puis de Jacques à David, et de David à d'autres. Ça, c'est ce qui se passe dans le livre. Mais dans la vraie vie et dans la réalité, il s'est passé exactement la même chose, puisque moi-même, je suis l'élève de Bernard Monteau, qui lui-même était l'élève de Gita Malas. Et j'ai comme espoir qu'un jour, moi aussi, j'aurai des élèves à qui j'aurai la chance de transmettre ce que j'ai appris auprès de mon père spirituel, qui est Bernard Monteau, qui lui-même m'a transmis les messages et les secrets spirituels qu'il avait appris auprès de Gita. Donc ce livre, effectivement, porte sur ce sujet. D'accord. Des secrets, vous avez dit. Oui, des secrets spirituels, je veux dire, il y a des choses que l'on dit dans le livre, il y a des choses qui sont transmises de bouche à oreille, il y a la dimension invisible de la transmission, celle qu'on ne peut toucher du doigt que par l'expérience, en fait. Lorsque notre père spirituel nous donne une indication pour une pratique intérieure, pour un exercice spirituel, et vous verrez qu'un certain nombre d'exercices jalonnent ce livre, eh ben, on les pratique et on découvre qu'en fait, il nous a dit que la moitié, qu'il y avait de l'autre moitié qui était cachée, qu'on ne pouvait sentir que par l'expérience. Et Alors, c'est ces ça. secrets, en fait, s'approfondissent tout au long de la vie au fur et à mesure qu'on répète ces expériences. Et dans le livre, le quotidien est très présent. Les exemples sont très, très concrets et ce sont des histoires en même temps qui sont racontées. Alors là, c'est une grande particularité de l'enseignement que j'ai reçu. L'enseignement que Bernard m'a transmis, qui lui-même a appris auprès de Gita, c'est un enseignement de spiritualité dans l'ordinaire. Les principes sont simples, c'est la matière nous renvoie sans cesse qu'on est imparfait. Tout ce qu'on fait dans notre journée, tout ce qu'on fait, même la vaisselle, elle n'est jamais aussi bien que ce qu'on aurait souhaité qu'elle soit, en fait. Il y a toujours un décalage entre nous et puis les choses, il y a une espèce d'imperfection chronique qui nous habite tous, quoi. Et cette imperfection, elle se manifeste dans la matière. Et moi, j'ai beaucoup aimé recevoir un enseignement qui m'a permis de sentir comment la matière était le reflet de moi-même. Et comment, en fait, cette imperfection que je voyais dans la matière, c'était la mienne. Et que c'était celle-là que j'avais aimée. Et que c'était celle-là que j'avais à transformer. Je viens, moi, d'un monde, avant que je rencontre Bernard, je venais du monde des arts martiaux, où j'ai eu l'occasion de faire des expériences spirituelles, je pense, marquantes. J'ai eu des expériences de scène no scène, comme on appelle dans les arts martiaux, où on sent l'autre comme nous-mêmes dans une situation de combat. J'ai eu l'occasion de sentir le ki, j'ai eu l'occasion de vivre un certain nombre d'expériences de cette nature. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais toujours embêté parce que à peine j'étais sorti du tatami que ces expériences, je les perdais. Il me fallait donc quelque chose qui me rappelle au quotidien que, bah ouais, Sanji, ce que tu as senti sur le tatami, pourquoi tu n'arrives pas à le mettre dans ta vie ordinaire? Parce que c'est ta vie ordinaire, c'est ton quotidien que tu as changé, pas les expériences que tu as dans les salles, dans le dojo. Et je pense qu'on est tous confrontés à ça, nous les chercheurs spirituels. On vit des expériences, mais ces expériences, elles ont pour but de transformer notre vie dans l'ordinaire de la vie. Et c'est ça, en fait, que raconte ce livre. Il raconte comment le sacré se cache dans l'ordinaire de nos vies. Comment nous avons tous à devenir meilleurs, non pas dans nos dojos, non pas dans nos salles de pratique, non pas à la chapelle, non pas, etc., chacun selon ses voies, mais que nous avons à devenir meilleurs dans notre vie de tous les jours, avec ce que nous aimons tous les jours, dans les petites actions que nous faisons tous les jours, parce que c'est là que se niche la spiritualité la plus authentique. D'accord. Donc, ce n'est pas un chemin spirituel particulier que vous préconisez ou que vous amorcez avec les gens. C'est vraiment une recherche
très ancré dans le quotidien, mais en même temps basé sur quoi? Sur des valeurs? Si c'est un chemin spirituel, c'est un chemin spirituel à part entière qui a Oui, comme objectif de nous apprendre dans un premier temps à rencontrer le meilleur de nous-mêmes. Il y a en nous une partie de nous qui est notre personnalité supérieure, je dirais. Cette partie-là, on la sent tous. C'est celle qui aime aimer, c'est celle qui est en paix, c'est celle qui, qui sourit, ouvre les mains, a les yeux gentils posés sur le monde. Ça, c'est une première étape de notre chemin. Nous allons d'abord la rencontrer. Nous allons prendre conscience qu'elle existe. Puis un jour, on aura envie qu'elle soit plus présente dans notre vie. Puis un jour, on aura envie d'y résider en permanence. Parce que se sentir meilleur, c'est toujours plus agréable, ça nous rend toujours plus vivants que de se sentir dans le pire de nous, quoi. c'est Personne... la structure du livre là dont vous parlez. Exactement la structure du livre. Donc, je dirais que si, c'est un chemin spirituel qui a pour objectif de vous amener à vous transformer intérieurement et à vous faire vivre de façon permanente dans le meilleur de vous. Peut-être même d'ailleurs à mourir dans le meilleur de vous. Il y a en nous une possibilité de vivre en permanence avec le sourire, les yeux gentils et les mains ouvertes. Et ce livre parle de ça, et notre voie spirituelle est basée sur ça. Alors là où vous avez raison, en revanche, c'est que nous avons deux temps. Nous avons des temps de pratique, nous nous retrouvons pour pratiquer ensemble, et nous pratiquons une assise immobile, qui est d'ailleurs décrite dans le livre. En silence, nous nous asseyons et nous rencontrons qu'une seule chose, c'est en permanence, ça parle de nous dans notre tête et ça parle tout le temps. Et on ne peut jamais arrêter ce flux des pensées, en fait. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est découvrir qui nous sommes à travers ces pensées, notamment rencontrer nos imperfections pour pouvoir les aimer et les transformer. Mais si nous sommes capables de faire ça dans l'assise, c'est pour que nous nous entraînions et que nous puissions demain le faire dans nos vies. Donc notre voie à nous, elle est à la fois dans des temps de pratique, qui sont des temps de rappel et d'entraînement du meilleur de nous, et elle est aussi dans l'ordinaire de notre vie, où ce que nous avons appris dans l'assise, nous essayons de le mettre là, aujourd'hui, dans ma vaisselle, aujourd'hui avec mon conjoint, aujourd'hui avec mes enfants, aujourd'hui avec mes collègues. Parce qu'au final, il ne suffit pas d'être croyant, il faut aussi être pratiquant. Voilà ce qui est important, en tout cas, pour moi. D'accord, c'est très, très intéressant et original comme approche. Alors, je voulais en venir à la structure du livre. Vous dites comment lire ce livre. Il y a effectivement à chaque fois quatre étapes. La première étape étant l'ouverture du cœur avec une histoire courte. Alors, effectivement, vous avez raison. Dans chaque. Donc, ce livre, il est structuré dans les quatre parties que nous avons dit, c'est-à-dire découvrir le meilleur de soi, le pratiquer, l'installer dans sa vie, et puis un jour résider dans le meilleur de soi jusqu'à la fin de ses jours. Et effectivement, dans chaque partie, il y a des chapitres. Et dans chaque chapitre, il y a effectivement à son tour quatre petites parties. Une première partie qui est une anecdote, une histoire de vie, donc, qui permet à César, le maître sage, le père spirituel, d'enseigner à son disciple, Jacques, un secret de vie. Dans des choses très ordinaires, et vous avez raison de le souligner, c'est je dois aller aujourd'hui faire mes courses, c'est ma journée administrative, je dois aller rencontrer des tas d'administrations, aller à la banque, aller au supermarché. Comment je vais faire de cette journée une journée de bonheur plutôt qu'une torture? Et César va enseigner à Jacques comment faire. Et c'est pour le lecteur très intéressant aussi parce qu'on se souvient du coup de cette histoire. On relit le fond de la question avec une histoire très, très concrète dans laquelle on peut se projeter. Ben, c'est ça. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est important, c'est nous sommes tous nous-mêmes à la fois des Césars et à la fois des Jacques. Il y a en nous ce fond de sagesse. Et ça nous réveille quelque chose à l'oreille. On se dit, ah mais cette voix-là, là, c'est celle de César, mais c'est aussi la mienne, celle du meilleur de moi. Et puis, il y a Jacques. Jacques, c'est nous aussi. C'est l'homme ordinaire qui essaie de devenir un peu meilleur et qui interroge celui qui le guide en lui disant, mais comment il faut faire? Comment il faut faire? Et ça nous parle à tous. Et donc, il y a ces jeux qui sont proposés dans une bulle, d'ailleurs, comme une bande dessinée.
Et ça, Voilà, c'est donc plus original également. voilà, donc il y a cette histoire-là donc entre César et Jacques, où César donne un enseignement à Jacques, et puis après, il vous est proposé à vous de faire une petite expérience, le temps que vous voulez, dans votre ordinaire de vie, qui est un résumé en fait de cette histoire. Il est proposé un jeu, un challenge, un petit défi, où il vous est suggéré à vous et vous. Et si vous essayez, qu'est-ce qui se passerait? Alors, il y a des choses amusantes. Vous en avez en mémoire, là, des jeux à nous Bah, par proposer. exemple, il y a celle que je viens de dire, celle qui se passe avec cette journée-là où Jacques va faire des courses, enfin toute une charge, toute une série de charges administratives auxquelles il doit faire face. Et César lui enseigne quelque chose et lui dit, tu sais, tu peux te faire de cette vie, de cette journée, une journée de bonheur ordinaire. Parce que, en fait, rien ne t'empêche, à n'importe quel moment, de te demander de quoi tu aurais envie pour faire de ce moment mort un moment de vie. Et Jacques va traverser cette journée-là comme ça en se demandant régulièrement, mais de quoi ai-je envie? De quoi ai-je envie? De quoi ai-je envie? Et en fait, nous désirons tous qu'une seule chose, en fait, c'est nous désirons être meilleurs, nous avons envie d'être meilleurs. Et il va rencontrer des tas d'opportunités dans cette journée pour devenir meilleur. Alors, il vous est proposé aujourd'hui, dans ce petit jeu, dans cette histoire, excusez-moi, de vous asseoir, de prendre une chaise sur laquelle vous avez marqué chaise des envies et de vivre pendant toute la journée en venant vous asseoir quelques minutes en vous demandant de quoi ai-je envie là? De quoi ai-je envie? Et ce qui vous traverse de le faire pour vérifier si ça vous met bien en vie. Voilà un jeu qui peut se mener sur une journée et qui va sans doute vous lever plein de questions et qui est en fait une aventure pour faire de notre ordinaire un moment piquant. Vous avez réussi comme ça des aventures d'envie. Oui, mais arriver de traverser effectivement des aventures d'envie, ce que j'ai en tête là par exemple, bah, je suis au supermarché et je vois que je suis pressé ce jour-là parce que je dois partir le lendemain à l'étranger. J'ai plein de choses à acheter avant de partir et je suis au supermarché, j'ai envie que ça aille vite et tout d'un coup, boum, je me retrouve à la caisse et que ce que je vois, trois gros caddies chargés devant moi et je vais être obligé d'attendre. Et là, je sens bien que l'agacement me prend. Je sens que je ne vais pas tarder à m'énerver. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Sanji? De quoi est-ce que tu aurais envie? Et là, j'ai eu une envie soudaine, j'ai eu envie pendant quelques instants juste de déguster le silence, en fait. Et je me suis pris un instant pour moi, sans bouger, à sentir mon corps, à écouter les bruits, à sentir où j'étais. Et tout d'un coup, en fait, je me suis senti pleinement heureux parce que je n'ai pas cédé à la violence et j'ai réussi à transformer ce moment qui allait sans doute passer d'un moment de tension à un moment autrement vécu. Et je le sais pourquoi, parce que quand je suis arrivé devant la caissière, au lieu de m'agacer contre elle, je lui ai fait un compliment pour lui dire que je trouvais que ce jour-là, elle avait un beau sourire en particulier. C'est ça que j'aime bien en fait dans ces pratiques-là, c'est qu'elles nous aident à transformer l'ordinaire de nos vies et les choses extrêmement concrètes, quoi. C'est un peu une pratique de la méditation aussi qui est en fond comme ça de la vie. C'est une pratique de conscience de soi, vous avez tout à fait raison, Jean-Marc, c'est savoir ce qui nous habite. Et ce que nous montre ce livre, et ce que j'ai reçu aussi comme enseignement, c'est que nous sommes en permanence habités par une imperfection. En fait, si j'étais honnête, je vous dirais que ce jour-là, là, quand je suis devant la caisse, je suis habité par une de mes imperfections. Je sais qu'il faut que j'aille vite et qu'il faut que je rentre vite parce que sinon, je ne vais pas tenir les délais. Mais en fait, si je regarde au fond de moi, ce n'est pas tellement le fait que je ne vais pas tenir les délais qui me pose un problème. C'est que quelqu'un m'attend et que j'ai peur qu'il me fasse des reproches en me disant « Mais t'étais où? Tu faisais quoi ?» Et ça n'a rien à voir avec les caddies qui sont devant moi et ça n'a rien à voir avec la caissière. Ça a à voir de moi à moi. C'est ça. Donc, il faut que je m'arrête à un moment donné, que je dise, tiens, ça y est, tu es dans une de tes imperfections, mon Sanji. Et là, c'est la suite de notre pratique à nous, c'est je me dis, mais quel petit garçon ça te rappelle? Et ça y est, je le vois, le petit garçon qui arrive à ma mémoire. C'est le petit garçon qui rentre de l'école et qui traîne un peu avec ses copains parce qu'il a envie de s'amuser et qui arrive une demi-heure en retard chez lui et qui se fait gronder par sa mère de façon assez violente. Et là, il faut que je m'arrête et que j'aille parler à ce petit garçon pour le tranquilliser,
parce que c'est ce même petit garçon qui agite l'adulte d'aujourd'hui. Et il faut que je lui dise à ce petit garçon que c'était normal qu'il avait envie de jouer avec ses copains, que c'était normal qu'il avait envie de vivre, mais que c'était aussi normal que sa maman le gronde parce qu'elle s'inquiétait. Alors tout d'un coup, c'est plus un petit garçon victime et une méchante maman, c'est deux êtres qui s'aiment et qui ont envie de vivre l'un l'autre, qui ont chacun mené leur vie de leur côté et dont les deux imperfections se sont percutées. Alors je parle avec ce petit garçon, je calme alors mes pensées et je peux me tourner vers cette personne qui est à la caisse sans l'agresser, parce qu'en fait, c'est moi qui ai un problème avec moi-même, pas avec elle. C'est très éclairant votre exemple, et ce dialogue de soi à soi est permanent dans la méthode en quelque sorte que vous proposez. Tout à fait. Et c'est ça que nous apprenons et c'est ça que j'ai appris avec Bernard. Ce n'est pas être un parfait, c'est ça le cœur de ce livre. Ce livre, c'est de nous dire, vous ne serez jamais parfait. Je ne serai jamais parfait. Et on a tous en nous une envie de nous détordre en permanence pour essayer de ressembler à la perfection spirituelle. Mais en fait, on n'y arrive jamais. Et comme on n'y arrive jamais, on finit par se désespérer. Alors, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est un des grands secrets que Bernard a reçu de Gita, c'est n'essaye pas d'être parfait, essaye surtout de voir tes imperfections et qu'elles te fassent sourire. Je dirais que ce livre, il parle d'une voie spirituelle que je qualifierais d'imperfection heureuse. Nous suivons, je suis un adepte, je suis un élève de la voie de l'imperfection heureuse et j'aimerais vous la faire connaître. C'est ça que dit ce livre. D'accord. Pour revenir à la structure du livre, la structure à l'intérieur des chapitres, le troisième temps, c'est les conseils qui sont redonnés à partir de l'expérience du jeu Voilà. que l'interlocuteur a mis en œuvre. Voilà, donc le lecteur aura lu le jeu, nous imaginons, il aura essayé de le faire. Et puis, le troisième partie, c'est David, qui est lui-même un élève de Jacques, qui lui-même a suivi Jacques dans son enseignement. Donc, c'est le maillon suivant, en fait, qui a essayé de pratiquer ce jeu, qui s'est beaucoup trompé et qui a beaucoup posé de questions à Jacques pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe. C'est David, excusez-moi, qui, fort de ses expériences, essaye de dire à celui qui démarre, voilà les pièges dans lesquels je suis tombé, voilà les grands principes qui vont te faciliter ton expérience. Très bien. Et le dernier stade, c'est l'enseignement général que l'on peut retirer de tout cela. Voilà, et la dernière partie, c'est effectivement un enseignement de Bernard Monteau qui essaye d'élever le sujet, on va dire, et de le placer d'un peu plus haut pour essayer d'avoir, comme vous le dites, une vision générale, essayer d'expliquer les principes spirituels qui sont dissimulés derrière l'expérience qui est proposée tout au long du chapitre, en fait. D'accord. Alors, je vais revenir très, très en amont. La première personne qui a été le sage qui a donné toute cette lignée de sagesse, c'est qui? Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, cette première personne, c'est Gita Malache. Gita Malache, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'elle a été le scribe des Dialogues avec l'ange, un livre qui a été très connu dans les années 70-80. Gita Malache, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience spirituelle importante dans l'entre-deux-guerres. Elle vivait en Hongrie avec 3 amis juifs. Et c'est les années 40. Et ces 3 amis, plus elle, qui n'est pas juive, se réunissent régulièrement pour se questionner sur ce qui arrive au niveau politique à cette époque-là. C'est-à-dire comment c'est possible qu'un pays comme la Hongrie, qu'un pays comme l'Allemagne puisse succomber à l'idéologie nazie. Et ils s'interrogent. Mais ils s'interrogent d'une façon très particulière. Ils ne se posent pas des questions sur les conditions historiques. Ils ne se posent pas des questions sur pourquoi les Allemands ont laissé faire ça. Ils se posent la question de comment ça se fait que nous ayons laissé faire ça. Et c'est un chemin de remise en cause qu'ils vont faire en profondeur d'eux-mêmes. Et un jour, une des 4 personnes, qui s'appelle Anna Dalloz, va leur dire « Écoutez bien, c'est plus moi qui parle. » En fait, ce qu'elle veut dire, c'est à partir de ce moment-là, une autre dimension de son être s'exprime à travers elle. Ils vont l'appeler l'ange, dans la traduction française. Dans d'autres traductions, ils l'ont appelé le messager. Je pense qu'en fait, c'est nos inspirations profondes, c'est nos intimes convictions. Il y a quelque chose en nous qui est porteur de vérité. Les chrétiens appellent ça l'Esprit Saint. Dans d'autres traditions, ils appellent ça la Shekinah, peu importe. Il y a quelque chose en nous qui sait quelle est la vérité. Et à partir de ce moment-là,
et ça va être la suite du livre, les différents protagonistes vont poser des questions, vont continuer à se poser des questions, et à chaque fois, un message de vérité va apparaître, qui va être rédigé dans une série de petits carnets noirs. Et puis, à la fin de la guerre, la Hongrie, vous le savez, passe sous domination communiste, et Gita, ses 3 amis meurent en camp de concentration. Et ils le font j'allais dire, à bon escient, ils le choisissent. Parce qu'ils disent, on n'a pas reçu cet enseignement de vérité qui fait du bien aux hommes pour le garder pour nous. Il faut qu'on le mette à l'épreuve, il faut qu'on le donne à d'autres. Et où est-ce que les hommes sont le plus en douleur en ce moment? C'est dans les camps de concentration. Et tous les 3 partent. Et donc, Gita va disparaître ses 3 amis, elle va rester une quinzaine d'années dans le bloc de l'Est, et puis elle quitte la Hongrie dans les années 70, et elle va se consacrer pendant 10-15 ans à traduire tous ces carnets en français, et ils vont être publiés dans un livre qui s'appellera Les dialogues avec l'ange. Et puis, elle va faire connaître son enseignement par notamment des émissions de radio, et un peu plus tard, dans les années 80, un jeune homme, Bernard Monteau, va faire sa rencontre et va être celui qui va organiser toute une série de conférences pour elle à travers l'Europe pour qu'elle fasse connaître son enseignement. Et puis, il va vivre avec elle pendant plusieurs années et c'est là qu'elle va, tout au cours de ses expériences, de conférences, de vie commune, lui transmettre une sagesse des dialogues avec l'ange, une sagesse du messager, en fait. Et ce messager, c'est le meilleur de nous. C'est ça. Alors, on parlait de la guerre. La guerre aujourd'hui, ce meilleur de soi, comment arriver à le trouver dans ce contexte très étrange? Alors, je vais répondre à votre question, Jean-Marc, par la lecture d'un extrait, si vous me le permettez. Bien sûr. Alors, cet extrait, c'est un extrait du chapitre 2 du livre, qui s'appelle « Les petites musaraignes de la paix ». Et il se trouve qu'à cette époque, il y a la guerre au Moyen-Orient, c'est une histoire vraie hein, qui a été après mise en roman, où Bernard Jacques va questionner César Gita sur mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte de guerre? Et Jacques fait toute une série de propositions d'explications de ce qui se passe de la guerre. Et ça commence comme ça, le passage. Et tout y passa. Descendre dans la rue, la fin d'une époque, la nouvelle économie du partage durable, le manque de foi, etc., pour expliquer cette guerre. César l'interrompit. Allons, Jacques, si tu veux prendre parti dans ce conflit, alors choisis le parti de ta grandeur. Transforme-toi, consacre toute ton énergie à être la nouvelle solution, un homme de paix, d'abord au-dedans. Voilà le seul acte politique que je connaisse. Et quand j'interrogeais Bernard sur ce que Gita voulait dire par là, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, tu sais, pour Gita, dans le monde, il y avait 2 grandes cuves. D'un côté, une cuve de haine, de l'autre côté, une cuve de paix, une cuve d'amour. Et chacun d'entre nous, selon les actes qu'il pose, remplit soit l'une ou l'autre de ces cuves. Et lorsque la cuve est trop pleine, eh ben, elle explose dans le monde, quoi. Et pour lui, la guerre, c'était quand il y avait des trop-pleins dans la cuve de haine. Et je pense que c'est vrai quand on y réfléchit. Si on pose un acte de... Prenons l'exemple suivant. Vous rentrez chez vous et vous faites la tête. Mais vous faites vraiment la gueule, quoi. Vous serrez les sourcils, vous serrez les mâchoires et vous prenez l'air mécontent. Vous verrez qu'assez rapidement autour de vous, les gens vont être pris par une contagion de mauvaise humeur. Eux aussi vont se mettre à faire la tête. Mais eux, quand ils vont faire la tête, ils vont aller rencontrer d'autres gens. Mais s'ils font à leur tour la tête, ils répandent la tête aussi à droite, à gauche. Mais maintenant, prenons l'exemple inverse. Rentrez chez vous, prenez des mains ouvertes, des yeux gentils et souriez. Vous verrez qu'en face de vous, on prend aussi les yeux gentils, qu'on ouvre les mains et qu'on sourit. Nous pouvons être soit une contagion de mauvaise humeur, une contagion de guerre, et c'est les petites guerres ordinaires, ou nous pouvons être une contagion de paix, par des actes de tendresse et d'amour ordinaires pour ceux qui nous entourent. Nous sommes tous responsables de la guerre qui se déroule à nos frontières, selon que nous choisissons celui que nous allons être là maintenant. Est-ce que je vais faire la tête et transmettre la mauvaise humeur et la petite guerre? Est-ce que je vais être le sourire, transmettre la paix
et un peu d'amour à droite et à gauche. Je crois que c'est ça, en fait, ce que dit ce texte. Et si vous me permettez, je finis juste Allez-y. que j'ai trouvé que c'est une... Je trouve qu'elle est bien à propos, en fait, de ce qui se dit, de ce qu'on nous vivons, en tout cas. Et César finit par un enseignement auprès de Jacques et lui dit, eh bien, aujourd'hui, c'est le même phénomène qui recommence. Ah oui, d'accord, non, il faut que je commence un peu avant, sinon vous n'allez pas saisir. Vois-tu, mon vieux, il y a des millions d'années, durant le règne des dinosaures, des petits animaux presque invisibles ont inventé le sang chaud pour survivre à la folie du ciel et de la terre. Ils sont survécus tandis que les grands et puissants dinosaures, avec leur sang-froid, ont tous disparu. Ils avaient inventé la chaleur au-dedans qui sauve du froid au-dehors. Eh bien, aujourd'hui, c'est le même phénomène qui recommence, main otage au-dessus. Des petites musaraignes invisibles, des hommes et des femmes, par ici, par là, décident que leur faiblesse aimée pourrait devenir une source chaude de paix. Se peut-il qu'ils deviennent les nouveaux petits mammifères de l'esprit, les futurs géants de la terre, quand les dinosaures de l'intelligence froide seront détruites? Seuls ceux qui inventeront la paix au-dedans se sauveront de toutes les guerres au-dehors. Et je pense que c'est fort à propos avec ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Donc c'est nous la solution. Très fort, très bien. Je pense que l'on a fait un peu le tour de ce livre et qu'on a bien donné le ton de son caractère concret et de cet univers dans lequel on pénètre avec beaucoup de bonheur et beaucoup de concret et d'envie de faire à son tour aussi d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de pénétrer dans le livre vraiment, d'y aller et de le pratiquer. Merci à vous, Jean-Marc, de me donner l'opportunité d'en parler, parce que c'est à la fois un livre, bien sûr, mais c'est aussi l'envie de faire connaître l'enseignement de quelqu'un qui tient beaucoup, auquel je tiens beaucoup, qui est Bernard Monteau. Et voilà, c'était aussi pour moi, ce livre-là, l'opportunité de rendre hommage à l'enseignement qu'il a fondé, qui, je pense, est un enseignement à la fois très ordinaire, vous avez raison, mais aussi très actuel, parce qu'il est adapté à nos vies. Merci beaucoup, Sanji. C'était très intéressant, très clair, très apaisant en même temps. Je vous Merci à souhaite une vous. très bonne journée. À vous aussi, Jean-Marc. À bientôt. À bientôt, au revoir.